vous serez amené à intervenir via des questions du coup disponibles. On va vous expliquer tout ça. Donc bonjour à tous. Donc vous êtes invités du coup à cette webconférence organisée donc par une équipe du CESI. Cette équipe du coup est composée de Laura Fourier, Selena Trebosc, Amaya Larragarey, Olivia Douillet, Guillaume Gast, Sylvain Vallot et moi-même, Maxime Rigal. Cette équipe du coup est dirigée par Margot Sénat en tant que responsable de l'événement. Cette webconférence aura pour thème du coup une digitalisation responsable. Donc cette conférence, deux personnes vont intervenir du coup à cette conférence. Ce sera Maud Paré qui est responsable de projet RSE numérique à Capgemini. Donc Maud est du coup chef de projet numérique depuis déjà 2 ans et elle va vous présenter du coup l'impact du numérique sur l'environnement et l'éco-conception. Puis dans un second temps, ce sera le tour du coup de Harald Lhomme qui est lui, consultant bas carbone, donc il accompagne les TPE et les PME dans la transition bas carbone et il vous proposera une conférence sur les spirales énergétiques complexes. Tout au long de cette présentation, du coup, vous allez pouvoir intervenir pour éviter de passer par la conversation Teams et avoir trop de questions dedans. On va passer par un outil qui s'appelle Slido. Donc, vous y avez accès via ce QR code ou via le lien qui est sur cette présentation. On va le mettre dans le Teams pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, en fait, tout au long de la présentation des deux intervenants, dès qu'ils auront des questions à vous poser, vous aurez juste à vous connecter et les questions apparaîtront. Et après, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, tout au long de la présentation, on va vous poser des questions, comme vous pouvez le voir juste sur la première image en haut à gauche. Donc vous répondez à la question, vous envoyez la réponse et vous attendez ensuite que l'intervenant reprenne la parole. Par contre, entre des questions, si vous avez des interrogations sur des propos des intervenants, vous êtes invité à poser des questions aussi via cet outil. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez écrire votre question, l'envoyer, ou vous avez aussi une vision des questions qui ont été posées par d'autres personnes, et vous avez la possibilité de valider, enfin de liker, d'envoyer un petit pouce sur cette question si vous trouvez qu'elle est pertinente, et comme ça, elle remontera dans les choix et on pourra les poser. Du coup, voilà. Donc, on va vous partager le QR code dans la conversation Teams, ou sinon, vous pouvez y accéder, comme vous pouvez le voir, via le site Slido avec le code 96 68 47. Mais on vous envoie tout ça dans la conversation tout de suite. Donc, du coup, maintenant, on va laisser la parole à Maud. Merci. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je reprends la main sur la présentation pour partager mon écran. Je suis ravie de partager un sujet qui me passionne et dont on parle de plus en plus aujourd'hui. C'est le numérique responsable. Donc, on parle d'impact du numérique et de solutions, dont l'éco-conception, et je vais vous présenter ça un peu plus en détail. Donc, pourquoi on parle de numérique responsable et pourquoi on en parle de plus en plus? Parce que le numérique a des impacts sociaux. Donc, quand on parle d'impacts sociaux, on n'a pas toujours tous cette vision-là.
de cette conscience que le numérique, et pour un numérique responsable, il faut faire concilier la transition numérique, écologique et sociétale. Le numérique peut causer aujourd'hui ce qu'on appelle de la fracture numérique. Le fait qu'on n'a pas tous l'habitude d'utiliser l'outil numérique, on n'a pas tous accès de la même manière au réseau Internet, on n'a pas tous la facilité d'utilisation et d'achat d'outils numériques. Donc, tous ces axes-là font qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas accéder à certains services qui sont proposés via le numérique. On a ce qu'on appelle les zones blanches en France. Il y a certaines zones qui sont mal desservies par la 4G, par la fibre, même par la DSL. Et ça écarte des populations de certains services, donc, comme je le disais. Il y a aussi un autre aspect sociétal qui est le droit et la santé des travailleurs. Alors, on s'en rend moins compte parce que ça ne nous touche pas directement en France, mais pour fabriquer nos équipements, pour les traiter, il y a des travailleurs dans des mines de métaux rares qui ont des conditions de travail qui ne sont pas forcément très bonnes, que ce soit en termes de santé ou de droit, et de la même manière dans des décharges ou pour tout ce qui est recyclage, récupération de matériaux, on trouve des problématiques également sur ces travailleurs qui pâtissent du fonctionnement actuel de ces traitements-là. Pour toute cette partie d'enjeux sociaux, justement, le numérique responsable le prend en compte à travers un certain nombre de critères, de solutions, on va dire, autour de l'accessibilité numérique, par exemple. Donc, l'accessibilité numérique, on en parle beaucoup pour les personnes porteurs d'un handicap, rendre le numérique accessible à ces personnes-là en proposant des solutions de vocalisation, de visualisation un peu différentes pour les personnes qui ont un handicap, mais ça peut aussi servir aux personnes qui n'ont pas l'habitude du numérique avec des parcours utilisateurs simplifiés, et ça leur permet de l'utiliser plus facilement. Il y a un gros volet éthique qui existe déjà depuis quelques années, même plus, qui est très important, que ce soit l'éthique vis-à-vis des fournisseurs ou l'éthique dans les algorithmes. Là, on en parle de plus en plus, l'éthique des algorithmes pour éviter la préférence à certains types de personnes par rapport à d'autres. Donc, faire attention à ce que ces algorithmes parlent à tout le monde de la même manière. On parle d'inclusion numérique, donc là, il y a un certain nombre d'associations qui travaillent à ce sujet-là, à accompagner des personnes qui sont éloignées du numérique dans la connaissance du numérique, dans l'utilisation du numérique, mais aussi pour accéder à l'achat de matériel numérique de façon plus facile. Donc, je pense là à Emails Connect, à We Take Care, mais il y en a d'autres. Et on parle également de diversité, parce qu'aujourd'hui, dans les métiers du numérique, le pourcentage de femmes et la mixité est encore loin d'être là. Donc, c'est important de montrer, il y a un certain nombre d'actions qui montrent à des étudiantes, à des femmes qui sont des étudiantes, des jeunes qui sont en collège, lycée, qu'elles peuvent aussi accéder à ces métiers-là et faire carrière dans les métiers du numérique. Donc ça, c'est les impacts sociaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les impacts environnementaux et on va directement aller dans ce sujet-là en vous posant la question, à votre avis, est-ce que vous avez la connaissance de quelle est la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales? Donc là, vous avez le QR code. Si vous avez accès au Slido, vous avez 3 choix et vous pouvez choisir celui qui vous paraît le plus pertinent. Et du coup, je vous laisse me dire ce qui ressort de ce sondage-là. Alors actuellement, on est à près de 70%. Il y a un petit Larsen, ouais. 70% de personnes qui ont répondu. 8%. Ah, 8%. Bah, vous êtes un peu au-dessus, effectivement. Aujourd'hui, on estime, en 2019, on estime. De plus recommencer, excusez-nous. On est donc du coup à 72% qui répondent
8%, 22% ont répondu 4% et seulement 6% 2%. D'accord. Vous êtes pas loin, vous êtes assez dans le juste, puisque effectivement en 2019, on a 4% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au numérique au niveau monde. Mais on estime que si on suit la trajectoire actuelle, on arrivera à 8% en 2025. Donc la tendance augmente très très vite. Et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus et que des associations dont je parlerai tout à l'heure également s'emparent du sujet et communiquent sur ce sujet. Donc pour détailler un peu plus à quoi est due l'empreinte environnementale du numérique dans le monde, parce qu'on parle beaucoup d'énergie consommée et d'émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. Sur l'impact lié au changement climatique, donc les gaz à effet de serre, on est bien à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la plus grande partie de ces émissions, environ 63%, en fait, les études disent entre 50 et 80%, c'est pas toujours facile à estimer, mais la plus grande part est due à la fabrication des équipements utilisateurs, à la fabrication et l'utilisation, pardon, des équipements utilisateurs. Donc, on est directement responsable, entre guillemets, d'une grande part de ces émissions de gaz à effet de serre. En parallèle de ça, il y a des impacts forts sur la biodiversité. Quand on a tendance, nous, à ne pas voir les déchets qui sont créés, mais les déchets électriques et électroniques sont une grande part de nos déchets. Quand je dis déchets électriques et électroniques, on va prendre en compte l'ensemble de ce qu'il peut y avoir dans nos maisons. Ça prend en compte les machines à laver, ça prend en compte nos aspirateurs, etc., qui sont de plus en plus électroniques, justement. Et l'ADEME a estimé qu'en 2018, il y avait moins de 50% des déchets électriques et électroniques qui étaient collectés. Donc, collectés en France, ça veut dire après retraités derrière, pour faire soit de la réutilisation de parties de téléphone, soit les retraiter comme déchets. Ce qui veut dire qu'en fait, le reste, c'est une partie d'équipement qu'on garde chez nous, dans nos tiroirs, qui pourrait peut-être servir à d'autres ou qui pourrait être retraité. Mais on garde un téléphone au cas où, on garde une tablette qu'on n'utilise plus vraiment, etc. Donc, en fait, on est encore loin d'un bon traitement de nos déchets électroniques, sachant qu'une directive européenne oblige les acteurs européens à recycler au moins 50% de nos déchets électroniques. Et je pense qu'on a fait déjà des progrès depuis 2018 à ce niveau-là en France. Et au niveau des ressources, c'est aussi un point qui est très important, c'est qu'il y a 0,2% de la consommation d'eau mondiale qui est utilisée pour fabriquer nos équipements, et l'utilisation aussi des data centers, tout ce qui est refroidissement. 0,2%, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même de l'eau potable. Et là, l'eau est une ressource rare, donc c'est important quand même de l'avoir en tête. Et on extrait aussi beaucoup de métaux rares qui sont dans nos équipements. Il y a une dizaine de métaux rares qui vont disparaître ou être de plus en plus difficiles d'accès dans les années à venir. Donc c'est un sujet aussi important, toujours lié à la fabrication des équipements, fait qu'on va avoir du mal à fabriquer certains équipements si on n'innove pas ou si on ne réduit pas notre consommation d'équipements et le renouvellement systématique et le suréquipement. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, un ordinateur portable, il faut 800 kg de ressources. Donc ça donne, ça donne une image, on parle de sac à dos écologique dans ces cas-là. Et on retrouve cette notion pour d'autres produits fabriqués que le numérique. Alors, petite question pour vous faire réagir également. Selon vous, en moyenne, en 2020, combien un Français possède d'équipements numériques ?
Est-ce qu'on commence à avoir des réponses? Alors actuellement, les réponses qui apparaissent, c'est que 13% des gens pensent que les Français ont en moyenne 5 équipements, 67% des gens pensent que les Français ont 8 équipements et 21% pensent qu'ils ont plus de 12 équipements. D'accord. De la même manière, vous êtes presque dans le vrai. En France, aujourd'hui, on a 11 à 15 équipements par utilisateur, contre 8, une moyenne de 8 dans le monde. Donc, entre 11 et 15 équipements. Donc, on peut commencer à faire le compte chez nous, mais entre l'ordinateur, l'écran, la tablette, la montre connectée, l'iPad, l'enceinte connectée. Voilà, on a tous de plus en plus d'équipements par utilisateur. Et quand on sait qu'effectivement, c'est la fabrication des équipements qui a le plus d'impact, je parlais effectivement en termes de gaz à effet de serre, mais en termes de ressources également, on se dit qu'il y a vraiment un axe d'action là-dessus, un axe pour agir là-dessus. On ne va pas rester sur ces idées un peu négatives, sur ces informations un peu négatives. On a la possibilité de faire bouger les lignes et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus de communication autour de ce sujet-là. Donc, en termes de solutions, je n'ai pas tout détaillé, mais pour vous donner une idée, parce que je pense que c'est important d'avoir quelques idées d'ordre de grandeur de ce qu'on peut faire. Donc, limiter le renouvellement des équipements. La clé, c'est effectivement d'agir sur les équipements. Se questionner les besoins versus l'usage. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une tablette supplémentaire quand j'ai déjà un PC plus un téléphone pour naviguer sur Internet? Si j'ai besoin d'un nouvel équipement, je peux acheter reconditionné. En termes d'usage, est-ce que j'ai besoin vraiment de regarder de la vidéo en HD sur ma tablette? Si je peux privilégier le Wi-Fi, je privilégie le Wi-Fi par rapport à la 4G. Et en termes de fabricants et d'entreprises, il y a tout ce qui est lié à l'obsolescence matérielle à traiter, à la durabilité des équipements. Donc là, il y a des lois qui ont avancé sur ces sujets-là pour donner plus de clés aux utilisateurs, aux acheteurs, pour choisir des équipements qui sont plus durables, qui sont plus réparables et qui peuvent... qui sont plus réparables et qui ont des pièces détachées disponibles également. Et sortir de l'obsolescence logicielle, puisque l'obsolescence logicielle ou le fait que des logiciels et des mises à jour constantes peut alourdir la quantité de données traitées et le besoin en RAM de nos équipements et du coup nous inciter au changement. Donc pour ça, les solutions d'entreprise, c'est d'éco-concevoir ce qu'on appelle les services numériques, les outils, les sites web, toutes les applications. Alors pour aller plus loin sur ces aspects-là, vous pouvez faire la fresque du numérique, qui est un outil très intéressant pour aller plus loin. Il y a aussi l'Institut du numérique responsable qui a développé un MOOC qui est disponible sur le lien que je vous ai mis là, académie-nr.org. Et il y a toutes les ressources autour de l'ADEME, l'Institut du numérique responsable, le Shift Project, greenIT.fr, l'association HOP. Vous avez beaucoup d'associations qui travaillent sur le sujet pour donner de l'information et faire évoluer nos usages. Alors, on va parler d'éco-conception, du coup, c'est un peu aussi le zoom qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, comme je disais, pourquoi éco-concevoir? Pourquoi des entreprises comme celle dans laquelle je travaille, Capgemini ou d'autres, doivent réfléchir au sujet? Déjà que des logiciels de plus en plus lourds créent de l'obsolescence matérielle. Donc, il faut donner la possibilité aux personnes de garder leur équipement le plus longtemps possible. Il faut limiter le nombre de ressources utilisées par un service. Quand on utilise un réseau, qu'on fait sans cesse des échanges de données plus ou moins importants sur un réseau, ça consomme énormément d'énergie. Éco-concevoir, ça permet aussi, ça a des gains importants. Il y a des gains importants pour les entreprises et l'État. Faciliter la maintenance, donc un logiciel moins complexe sera plus facile à maintenir. Augmenter l'accessibilité du service. Si le système, le service est accessible en 3G, plus de personnes pourront y accéder. Et ça, c'est des prérogatives qui sont importantes, notamment pour l'État, qui doit donner le même service à l'ensemble des contribuables français.
La phrase que j'aime bien et qui est assez utilisée en éco-conception web et qui peut être aussi, je pense, utilisée pour d'autres types de solutions, c'est qu'une solution doit pouvoir être utilisée par une personne âgée. Donc, une personne âgée, c'est peut-être un peu cliché, mais une personne qui n'a pas l'habitude de l'usage du numérique, qui n'est pas à l'aise avec l'usage du numérique. Cette personne qui possède un équipement qui est assez ancien, donc par exemple un smartphone qui est vieux de 10 ans, qui n'a accès qu'à la 3G, et bien, elle doit pouvoir utiliser le service sans problème. Si elle arrive à utiliser le service sans problème, c'est que vous avez déjà fait un grand pas sur l'éco-conception du service. Donc, c'est des bons moyens de test de vos développements. Ce que je trouve important aussi de dire, c'est que l'éco-conception, ça doit être pris à toutes les étapes d'un projet. C'est tous les métiers qui sont concernés. On a souvent en tête que c'est le développeur d'un site web qui doit prendre en charge l'ensemble des bonnes pratiques liées à l'éco-conception. Non, c'est important pour le mettre en place sur des gros projets, de le prendre prendre le sujet dès la phase d'avant-projet, donc accompagner les clients sur la compréhension de ce que ça veut dire. Il faut savoir que entre 50 et 70% des fonctionnalités d'un logiciel sont peu ou pas utilisées. Donc, il y a vraiment un travail à faire en amont avec le client ou les utilisateurs pour valider les réels besoins d'implémentation de fonctionnalités. Donc, il faut que les commerciaux, les designers, les chefs de projet soient complètement intégrés à la solution, à cette discussion autour du numérique responsable. La phase de conception est très importante. Les choix que l'on va faire pour concevoir le projet en termes d'architecture pour des services numériques, soit en termes d'architecture, en termes de choix de quelle solution, quel code, quel type de code on va utiliser, ça peut participer à réduire l'impact. À quelle fréquence on va échanger les données. Ça participe aussi à la réduction de l'impact. Est-ce que l'outil va tourner sur un serveur ou sur le PC de l'utilisateur? Les impacts sont différents. Lors du développement, les développeurs, il existe un certain nombre de bonnes pratiques à prendre en compte. Donc, s'ils sont conscients de ces bonnes pratiques de développement, ils peuvent les appliquer également dans la phase de développement. Et surtout, il ne faut pas oublier la phase d'après qu'on a tendance à éluder aussi également, c'est la phase de maintenance. La phase de maintenance d'un logiciel, c'est faire des correctifs. Quand on fait des correctifs, se poser la question de la manière dont on les fait. En phase de maintenance, on peut nous demander des évolutions de logiciels, de fonctionnalités. Donc, se reposer la question, ne pas oublier tout le travail qu'on a fait en amont sur le réel besoin de fonctionnalité, mais vraiment continuer à travailler dans cet esprit-là. Et en fin de vie, qu'est-ce que devient le logiciel en fin de vie? Ça, c'est également quelque chose qu'il faut prévoir dès l'avant-projet. Est-ce qu'on le garde stocké quelque part? Est-ce que les données liées au logiciel vont rester stockées ad vitam aeternam parce qu'on va les oublier? Il faut penser à des procédures de décommissionnement. Comment ça se passe à ce moment-là? Donc, c'est vraiment sur tout le cycle qu'il faut travailler et tous les métiers sont vraiment impliqués dans le processus. Donc, pour accompagner là-dessus, c'est vraiment un sujet qui est en train de bouger en ce moment. Il y a un certain nombre de guides et référentiels qui sortent. Donc, je vous ai mis les trois que j'ai en tête, mais il y a aussi des livres blancs autour de ce sujet-là. Donc, des designers ont écrit un guide d'éco-conception pour designers avec des bonnes pratiques spécifiques pour les designers à ce niveau-là. Donc, c'est un bon guide pour prendre en main le sujet et qui peut intéresser pas seulement les designers, mais également les chefs de projet, les product owners, qui doivent avoir aussi cette sensibilité-là. L'Institut du numérique responsable est en train de valider un guide de conception responsable de services numériques qui, justement, a vocation à reprendre un peu tout ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire l'ensemble des étapes d'un projet et l'ensemble des métiers. Donc, on va retrouver des bonnes questions à se poser sur tous ces sujets-là et c'est vraiment adapté à tous les métiers.
Donc, ce guide, il devrait sortir dans les deux mois à venir. Donc, surveillez un peu les informations de l'INR parce que c'est vraiment, je pense que ce sera voilà, un bon référentiel de travail à mettre en place dans les entreprises. Vous avez la base également qui existe de Frédéric Bordage, qui sont les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web et qui sont la première base sur laquelle se poser pour s'intéresser à ce sujet-là. Donc ça, c'est voilà, les guides. Comment bien éco-concevoir? On se base sur les guides existants. Ensuite, il y a les outils, parce que les guides existants des bonnes pratiques, comment on mesure l'impact? Et là c'est une question qui est encore, voilà, qui est encore en développement, où il y a des méthodologies qui existent, mais qui ne sont pas forcément évidentes à s'approprier. Donc aujourd'hui, la meilleure méthodologie qui existe, c'est l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est une méthode qui est très complète, mais qui est complexe à mettre en œuvre. Il faut se faire accompagner par un expert en analyse de cycle de vie de services numériques. Et c'est à chaque fois une étude assez importante sur le service que l'on veut développer ou qu'on veut améliorer. Donc en fait, cette analyse de cycle de vie va permettre de quantifier les impacts sur un ou plusieurs usages donnés et de ce qu'on appelle du berceau à la tombe, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte sur l'ensemble des équipements utilisés, l'ensemble du cycle de vie. On a besoin d'un PC, on a besoin de réseau, on a besoin de data center pour délivrer le service. On va prendre en compte l'ensemble de ces équipements à toutes les phases du cycle de vie et pour un usage donné. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'étude à chaque fois qu'on va avoir un usage différent de la solution. Si j'utilise un site e-commerce pour... c'est peut-être pas le bon exemple, mais pour acheter un pull, il faut que je fasse l'étude sur cet usage-là, cette fonctionnalité-là. Et de bout en bout et sur l'ensemble des impacts en termes de gaz à effet de serre, en termes d'utilisation de ressources, de déchets produits, etc. Donc, c'est très, très, très poussé et c'est la meilleure méthode qui donnera le meilleur résultat, le plus réel et qui permettra de savoir si il faut réduire les impacts sur la partie data center parce que c'est la plus importante, sur la partie utilisateur ou sur la partie réseau. Heureusement, il y a d'autres solutions qui existent qui permettent d'avoir un premier step, en tout cas en éco-conception web. C'est différents outils qui ont été développés par notamment greenIT.fr sur la base des 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Donc, vous avez EcoIndex qui donne une analyse sur une page web. Vous pouvez aller sur le site EcoIndex et voir comment est notée votre page web sur une échelle de A à F, un peu comme l'échelle des bâtiments. Et ça vous donne un ordre de grandeur et une idée de ce sur quoi vous pouvez améliorer, comment vous pouvez améliorer votre site. Vous avez un plugin qui est très intéressant, qui regroupe EcoIndex et Ecometer, qui est GreenIT Analysis. Donc, vous avez la note de A à F sur votre site, enfin sur la page URL sur laquelle vous êtes, et des bonnes pratiques. Donc, ça reprend Ecometer, une quinzaine de bonnes pratiques d'éco-conception où l'outil vous donne directement l'information de si elles sont appliquées ou non. Donc, vous avez déjà des premières bases d'amélioration de votre outil. Ça, c'est un outil, ce sont des outils qui sont totalement gratuits et que vous pouvez tester dès à présent assez facilement. Il y a d'autres outils qui se développent, notamment il y a un outil qui s'appelle GreenSpector, qui existe déjà depuis une petite dizaine d'années, qui fait de la mesure en temps réel sur le back et le front d'application. Donc en automatisant les parcours utilisateurs à tester et en détectant les surcharges de batterie, les consommations de données, etc. Et donc c'est un bon outil aussi pour travailler sur l'éco-conception. Et il y a un certain nombre de projets de recherche en cours, notamment NegaOctech, qui vise à faciliter la prise en main de l'analyse de cycle de vie pour rendre l'analyse de cycle de vie plus accessible pour tous et faire de meilleures analyses et aider à l'éco-conception derrière pour aller chercher les améliorations là où sont les plus grands impacts. Merci
beaucoup. Alors, j'ai dépassé un peu, mais il y a toujours beaucoup à dire sur ce sujet. Et du coup, je vous laisse la parole pour les questions. Oui, Alors, oui. donc, Alors oui, donc du coup, on a quelques petites questions. La première, c'est avec l'essor du télétravail, les émissions du secteur numérique ont-elles plus augmenté que les réductions dues au transport? Alors, c'est une question très intéressante et hélas, on n'a pas encore la réponse. On suppose qu'effectivement, alors on parle d'effet rebond. On suppose qu'effectivement, le fait que les gens s'équipent en écran supplémentaire, notamment peut-être en webcam, en matériel supplémentaire, ça peut créer une augmentation du secteur du numérique. L'ADEME travaille sur le sujet. Ils ont sorti un site actuellement qui mesure l'impact positif du télétravail sur votre réduction de déplacement. Ils indiquent effectivement qu'ils ne prennent pas en compte l'effet rebond. Donc voilà, on n'a pas encore de chiffres, vraiment d'études qui puissent dire oui ou non en fait sur ce sujet-là. Ok, super. Alors du coup, une deuxième question en rapport un peu avec les emails, les impacts écologiques là-dessus. Quel est le mieux écologiquement entre envoyer un email long ou 3 emails plus courts? S'il n'y a pas de pièce jointe, un email long en HTML, je pense que ça aura moins d'impact qu'un email plus court, parce qu'effectivement, le poids de l'email a une importance, mais c'est surtout qu'un email, pour qu'il aille d'un ordinateur A à un ordinateur B, il fait 15 000 km, il fait le tour de la planète. Donc en fait, l'usage au niveau des réseaux est très impactant. Donc envoyer un seul email long, ou vous prenez le téléphone, c'est encore plus c'est encore plus écolo, pas en 4G, mais vraiment en mode téléphone. Ok, et ben donc du coup, pour les histoires de pièces jointes, vaut-il mieux envoyer un email avec une pièce jointe ou un email avec un lien de partage avec les documents stockés sur un drive? Alors, normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux envoyer un lien. Après, je n'ai pas de chiffres exacts qui vont me dire, qui vont affirmer ou infirmer. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'études très, très poussées pour affirmer ou infirmer ce sujet-là, puisque on sait le poids d'une pièce jointe. Mais si le document stocké sur le drive est stocké ad vitam aeternam, et sur un drive qui est situé en Inde avec de l'énergie polluante, ce n'est pas forcément positif. Le mieux, c'est un lien temporaire. D'accord. Une autre question, donc, quels sont les pays les plus avancés, les plus en avance, pardon, dans l'éco-conception? La vision que j'ai aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la bonne, mais de ce que j'entends en tout cas autour de moi, c'est que la France aujourd'hui est très avancée. On a pas mal d'associations qui s'emparent du sujet et qui poussent le sujet en termes d'éco-conception, de réglementation autour d'éco-conception de services numériques, des normes qui commencent à se monter. Mais d'autres pays s'en emparent comme les États-Unis, l'Allemagne, et ça commence à être un sujet aussi dans les autres pays. Donc il faut qu'on continue si on veut, entre guillemets, garder notre avance là-dessus et continuer à être pertinent sur le sujet. Ok, donc il reste encore quelques petites questions, donc encore 4. Existe-t-il des outils pour suivre l'impact écologique d'un projet digital tout au long de son cycle de vie? Alors aujourd'hui, pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie sera le plus pertinent en termes d'impact, mais ce sera l'impact du service tel qu'il est délivré. Il y a encore du travail pour effectivement mesurer l'impact de la partie développement. Quand on fait du développement, on a un certain impact puisqu'on utilise des serveurs de test, des serveurs de développement. Et ça, c'est un travail à mener. Il n'y a pas d'outils qui le permettent sur étagère, on va dire, aujourd'hui. Ok. Alors, est-ce que tu saurais nous dire l'empreinte carbone d'un message sur une messagerie de type Messenger, Teams, WhatsApp?
Alors, j'ai pas l'information, mais vous pouvez aller sur le site de Green Spector qui fait des études intéressantes sur la comparaison entre différents types de messagerie. Donc, ils font une comparaison entre, justement, il me semble, WhatsApp, Teams et Skype, par exemple. Donc, vous pouvez avoir des ordres de grandeur des types de messagerie qui vont avoir le plus d'impact en fonction de l'usage donné. Donc, est-ce que c'est envoyer un message ou avoir une conversation téléphonique. Autre question, est-ce que tu as la connaissance de formations spécialisées dans les études sur l'impact environnemental des projets digitaux? Alors aujourd'hui, les formations qui existent, vous avez des formations numériques responsables délivrées par l'INR, greenIT.fr et d'autres organismes qui sont liés. Vous avez la formation éco-conception de Frédéric Bordage, donc vous pouvez aller sur le site greenIT.fr. Et vous avez également une formation ACV de services numériques, donc analyse de cycle de vie de services numériques délivrée par Dès Demain, D comme la lettre et Demain comme demain. Et c'est une offre qui vise aussi à se développer, notamment l'Institut numérique réfléchit et travaille à une formation autour de l'éco-conception. Super, merci beaucoup. On a eu une petite question taquine. Quelle est l'émission COD de cette conférence selon toi? Alors, je ne sais pas répondre. Ce qui peut être fait, c'est que vous avez un outil qui s'appelle Carbon Analyzer. Vous pouvez ajouter à votre navigateur Chrome pour connaître l'impact de la navigation Internet que vous avez. Et on peut peut-être multiplier par le nombre de personnes et, qui sont sur la conférence et avoir une idée de cet ordre de grandeur. Mais là, comme ça, je ne saurais pas répondre. Des questions viennent de se rajouter là au fil de tes réponses. Donc il y a une autre question, c'est la sobriété de consommation et d'usage que tu mentionnes dans ta présentation, est-elle compatible avec une industrie 4.0? C'est une question que je me pose, j'avoue que je ne sais pas répondre à titre personnel. Je dis bien à titre personnel, je pense qu'il faut distinguer des usages entre guillemets industriels pour la santé. Normalement, notamment, il peut y avoir des intérêts. Après, des usages d'un point de vue personnel, d'avoir des vidéos de meilleure qualité encore plus vite, je ne suis pas persuadée. Mais j'ai pas suffisamment creusé le sujet encore pour donner une réponse étayée. Super, merci. Et encore une autre, existe-t-il des reconnaissances, des certifications pour valoriser la démarche des entreprises? Oui, aujourd'hui, il y a un label qui s'appelle le label numérique responsable qui est porté par l'agence Lucie, qui permet de certifier une démarche autour du numérique responsable. Un peu dans l'idée de l'ISO 14001 pour l'environnement, c'est de valoriser une démarche de progrès avec des audits réguliers. Et pour finir, une dernière question. Quels sont les inconvénients des clouds dans ce contexte? Alors, c'est une question assez large, c'est pas forcément évident à dire. Si je comprends bien la question, si en fait stocker sur nos PC sur un disque dur sera moins d'impact que stocker des informations dans le cloud. Après, on a besoin aussi de faire de l'échange de documents. Je dirais que ça dépend des usages. Faudrait peut-être détailler un peu plus la question en fonction des usages. Ok, super. Bon, bah, c'était tout au niveau des questions. Merci beaucoup, Maud, d'avoir. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Donc, on va pouvoir enchaîner peut-être avec, avec Harald sur la thématique des spirales énergétiques complexes. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? De notre côté, on t'entend bien. Ouais. Parfait. Alors, j'active ma caméra pour que vous puissiez me voir. Tac, tac, tac. C'est tout bon. Donc bonjour, je voulais remercier donc, toute l'équipe du CESI là, pour l'organisation de cet événement. Je remercie aussi Maud pour sa présentation et vous tous aussi pour les questions que vous avez pu poser. J'espère qu'on va encore pouvoir y répondre à certaines autres. Donc moi, c'est une présentation concernant les spirales énergie-complexité. Petit disclaimer, je ne suis pas expert sur le sujet.
Je suis un ingénieur lambda qui s'intéresse à diverses choses, qui fait des liens entre les choses qu'il voit et qui pense qu'il y a un intérêt ou en tout cas un lien là-dessus. Donc je suis ingénieur généraliste, donc ça va vraiment bien dans cette idée-là. Concernant les spirales énergie-complexité, je peux vous recommander quelques personnes à lire, ou en tout cas sur lesquelles qui sont assez intéressantes. J'ai commencé à en entendre parler à travers Mathieu Ozano, qui est directeur du Shift Project. Également en regardant une conférence de François Rodier, donc justement sur la chaîne YouTube de The Shift Project, et ensuite en m'intéressant à la personne qui était à l'origine de ce concept, qui s'appelle Joseph Tainter, qui est un Américain, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'empreinte carbone ni de climat. Ce sont des choses qui sont connues, selon moi, ou en tout cas qui sont déjà vues, et je parlerai d'autres choses. Donc je ne vous parlerai pas des différents scénarios du GIEC qui nous prédisent, ou en tout cas qui font des hypothèses sur les réchauffements climatiques entre 2 degrés, 1,5 degré et 4 degrés d'ici 2100. Je ne vous dirai pas non plus les impacts d'un réchauffement de quelques degrés. Donc là, je vous montre l'Europe il y a 20 000 ans, c'est-à-dire une Europe avec un océan plus bas de 120 mètres, une calotte glaciaire de 3 km d'épaisseur sur toute la Scandinavie, le Danemark, Harald, la Norvège. Oui, je suis désolé, on a un message sur le chat qui nous dit qu'il ne voit pas ta présentation. Pour notre Ah. part, nous, on la voit bien, mais il semblerait, on est connecté sur différents PC, il y a des PC qui ne le voient pas. Est-ce que tu pourrais repartager ton écran, peut-être? D'accord, si j'essaye, ouais. Pas de souci. Ah oui, là, Merci. elle vient de s'afficher. Ah, bon, bah ça a l'air d'être bon alors. Désolé pour l'interruption. Vous confirmez que ça marche? Oui, c'est bon. Ok, donc je vais continuer comme je faisais à peu près. On voit un carré gris par contre. Hein. Ok, donc j'ai compris d'où vient le problème. Je vous laisserai faire les sondages sur Slido dans ce cas-là. Oui, pas de souci. Donc je disais que je ne vous parlerai pas de ces sujets, donc voilà, sur les impacts du réchauffement climatique pour l'Europe. Ici à droite, les impacts en termes de jours de chaleur très importants par an, qui sont des scénarios qui sont des idées, des analyses concernant le scénario de réchauffement le plus important. Je ne vous parlerai pas non plus du budget carbone qu'il nous faut respecter pour arriver à un réchauffement limité à 1,5 degré d'ici 2100. C'est-à-dire qu'il faut descendre nos émissions de manière abrupte très rapidement. Et plus on attend tard, plus c'est abrupt. Si on avait commencé en l'an 2000, on aurait dû descendre selon une pente de 4%. Plus on avance, plus la pente est importante. Je ne vous ferai pas non plus un rappel sur ce que du coup Maud vous a présenté, c'est-à-dire tout ce qui est l'empreinte mondiale du numérique. C'est-à-dire que si le numérique c'était un pays, ça serait environ 2 à 3 fois l'empreinte de la France. Ça serait l'intégralité, ça serait autant d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre en tout cas que la flotte mondiale de camions. Et je ne vous rappellerai pas ici, donc voilà ce petit graphique sur les sources, les secteurs de consommation d'énergie pour le numérique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de spirale énergie-complexité. Et pour vous parler de spirale énergie-complexité, il faut qu'on parle d'énergie. Donc là, je vous ai mis quelques sources d'énergie à l'écran. Des éoliennes, du pétrole, une tour de refroidissement, ça pourrait être du charbon, ça pourrait être du nucléaire, et le soleil. Donc sur cette slide, on peut se préparer à répondre à une question Slido. Pas tout de suite, mais bientôt. Donc là, on va regarder l'évolution de l'énergie consommée par l'humanité en térawattheure. En térawattheure, c'est-à-dire 1 milliard de kilowattheures. Quand vous regardez votre facture EDF à la fin du mois, vous regardez c'est en kilowattheures, et bien là, c'est en milliards de kilowattheures. Et vous voyez qu'on va de 20 000 milliards jusqu'à 180 000 milliards. Donc du coup, on commence. 1800, 1850. On consomme essentiellement de la biomasse, c'est-à-dire du bois. Petit aparté, en 1820, on peut se dire que on estime à 6 à 7 millions d'hectares le couvert forestier en France.
c'est environ 12% du territoire. Et c'est à ce moment-là qu'on est sur le minimum forestier, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on consommait énormément de bois en France. Ensuite, de 1850 à 1920, c'est la révolution industrielle. Donc suite à la révolution industrielle, on voit ici que la consommation de charbon augmente. C'est grâce aux ingénieurs des mines, comme mes anciens comment dire, collègues alumni, qui ont appris à extraire de mieux en mieux le charbon des mines pour le mettre dans les machines à vapeur que James Watt avait inventées ou améliorées. Et avec ça, on a pu faire un essor intéressant au niveau de l'industrie. Ensuite, on a une partie donc de 1920 à 1940, c'est le début de l'ère du pétrole. On voit ici le pétrole commence à augmenter sérieusement. Ensuite, de 1940 à 1970-80, on a les 30 Glorieuses, et on voit ici l'explosion de la consommation de pétrole. Et ensuite, on va se poser la question sur le futur, donc en tout cas, le futur par rapport à cette date 1980, quelle est la source d'énergie qui a le plus augmenté depuis 20 ans? Donc de 2000 à 2020, quelle est la source d'énergie le plus augmentée? Qu'est-ce qu'on consomme de plus en plus? Donc là, vous pouvez répondre sur Slido. Je voudrais qu'on t'envoie les réponses. Je regarde en parallèle là pour l'instant. Ok, super. En parallèle. Bon, On a 6-7 réponses pour l'instant. On a 8 réponses, ce qui fait, donc pour là on a une part de nucléaire. Pour l'instant c'est le nucléaire qui est en tête, la moitié des réponses. Pour l'instant 50% des gens pensent que c'est le nucléaire qui a le plus augmenté depuis 20 ans. Personne n'aime l'éolien. L'éolien ça augmente pas. Ensuite c'est le photovoltaïque, 30%. Selon vous 30%, et ensuite le charbon 17%. 14%, ça varie un peu. Pour l'instant, le nucléaire prend la tête avec une quinzaine de réponses et on va continuer du coup. Donc, ce qui a le plus augmenté, regardons. Donc de 1980 à 2008, on a quelques petites variations, on a quelques petits pics, quelques petits problèmes. Et en fait, la grosse variation, si on regarde là, de 2000 à peu près ici à 2020, ce qui a le plus augmenté en valeur absolue, c'est le charbon. Et là, tout simplement, on peut se poser la question, pourquoi c'est le charbon qui augmente? On sait très bien, on sait depuis les années 1970 que le problème, c'est le réchauffement climatique et c'est les émissions de CO2, mais non, c'est le charbon qui augmente quand même, parce que c'est la croissance chinoise qui a suggéré ça. La Chine, c'est énormément de centrales à charbon. Donc dès qu'on importe quelque chose de Chine, on importe en fait des émissions de CO2 à cause de leurs centrales à charbon pour faire leur CO2, leur électricité, pardon. Sachez qu'il y a environ 2000 centrales à charbon dans le monde qui sont responsables de 20% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, donc à l'échelle mondiale. Je ne sais pas combien il y a de centrales en Chine, mais en tout cas, sachez que voilà, il y a un certain nombre de machines, et c'est ça, là, c'est un gros sujet. Et on peut regarder ici rapidement une répartition. Tout ce qui est énergie fossile, c'est environ 80% de nos sources énergétiques. Et tout ce qui est énergie renouvelable, c'est les petits pouillèmes qui sont en haut, avec l'hydraulique, le nucléaire et tout ce qui est biocarburant, solaire, éolien. Et la biomasse qui est toujours à peu près au même niveau depuis 200 ans. Donc ça, voilà, ça c'est l'énergie. Là, en une slide, avec un graphique, je vous ai montré à peu près beaucoup de choses sur l'énergie sur les 2 siècles passés, et ça devrait vous aider un peu à visualiser comment se passent les choses et pourquoi on fait certaines choses. Maintenant, intéressons-nous aux données, parce que voilà, on est ici pour parler quand même de numérique. Donc j'ai mis quelques petits graphes et je vous ai mis aussi une petite citation, Data is the new oil, que j'avais déjà trouvé quelque part et je trouvais ça intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc quelques petites infographies. 60 secondes chrono sur Internet. Vous voyez qu'en 60 secondes, tout ce qui peut se passer sur Internet, ça c'est pour donner quelques ordres de grandeur. C'est intéressant. C'est-à-dire que toutes les minutes, on a environ 243 000 photos qui sont mises sur Facebook, 350 000 tweets, 156 millions d'emails envoyés chaque minute, 18 000 matchs sur Tinder, 87 000 heures de vidéos qui sont vues sur Netflix chaque minute.
400 heures qui sont vues sur YouTube. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des ordres de grandeur. C'est super important de raisonner en ordre de grandeur et pas forcément parler que de CO2. C'est vraiment qu'on puisse visualiser ce qui se passe réellement. Donc, ensuite, voilà, on va regarder un peu ce qui se passe sur les data. Data is the new oil. Donc pareil, je vais vous poser quelques questions ici, un peu après. Donc là, on voit, je commence à vous montrer donc les capitalisations boursières de quelques compagnies en 2008. Donc on a en tête PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile et ICBC. Exxon et PetroChina, c'est du pétrole. General Electric, c'est un gros industriel. Et ici, on a quelques entreprises donc télécom et assurance. 10 ans plus tard, on a les GAFAM avec Google, Apple, Microsoft, Amazon et Facebook qui ont pris la tête de ces capitalisations boursières. Notez bien que je parle de capitalisation boursière, je ne parle de rien d'autre. Un petit parallèle aussi, ce qu'on pense, les prévisions des évolutions du big data. De 2010 jusqu'à 2035, on imagine que en zeta-octets, donc tout à l'heure je vous parlais de térawattheures, ben là c'est des zeta-octets, donc c'est 1000 milliards de gigaoctets. Je vous avoue, j'arrive pas du tout à visualiser ce que c'est. On imagine que la croissance va être d'à peu près 2%, 3% tous les ans, et donc ça va doubler tous les 2-3 ans, une histoire comme ça plutôt. Ça va doubler tous les 2-3 ans. Donc on va très très vite sur une exponentielle. Les exponentielles on connaît avec le Covid maintenant, et donc on voit que le big data est un fort levier de croissance et beaucoup d'entreprises se jettent dessus. Donc ça explique pourquoi data is the new oil. Oui, mais pourquoi qu'est-ce qu'on peut penser aussi de ça? Donc je vais vous mettre en un petit graphique là, pour vous montrer l'évolution du PIB en dollars constants là, sur le 1960-2018. Donc voilà, le PIB augmente beaucoup. En tout cas beaucoup, il est constant à 2-3% tous les ans. Là c'est l'âge de l'or noir, c'est là que le pétrole était fort. Et là c'est l'âge des data. Depuis le bug de l'an 2000, tout l'essor du numérique, ça fait environ 15-20 ans qu'on est sur l'âge des data. Donc c'est quand même quelque chose, une zone qui est quand même assez restreinte dans l'histoire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va mixer en fait deux graphiques. Le graphique du PIB que je viens de vous montrer et le graphique de l'énergie que je vous ai montré la slide précédente concernant l'énergie. Et on va regarder les variations. Les variations moyennes sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on va prendre comment a varié la consommation d'énergie, comment a varié la valeur du PIB, donc c'est cette fameuse croissance dont tout le monde parle, depuis 1965. Commençons 1965-1780. On voit une certaine fluctuation en descente, donc ça augmente au début jusqu'en 70, et donc ensuite ça varie toujours en positif, mais ça varie moins vite. Ça varie moins vite, et là on arrive quasiment quand même sur du négatif. La consommation d'énergie mondiale ici diminue d'une année sur l'autre. Et donc là, question slide où, que s'est-il passé sur cette période-là? Donc là, c'est pas un QCM. Là, ce sont des... je vous pose des questions en mots-clés, c'est-à-dire vous répondez, vous avez 30 caractères pour répondre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la période 1970, 1980 pour faire ce genre d'impact sur les consommations d'énergie et les valeurs du PIB? Alors je vois quelques réponses, je ne vais pas les dire, sinon ça va influencer les suivants. Allez, 5 réponses. On continue un petit peu, j'attends, il y a 9-10 là, voilà. Allez, on a 9 réponses. Un peu plus, c'est bon. Donc je vais vous montrer les résultats d'ailleurs, si je peux faire ça. Ouais. Donc voilà, on a quand même quelques questions. Donc guerre mondiale, des crises, crise pétrolière, guerre froide. Et en effet, crise pétrolière, choc pétrolier, crise pétrolière de 1973. En 1970, en fait, les USA passent leur pic de production de pétrole et ça a des conséquences très importantes sur l'approvisionnement énergétique parce que les USA étaient le premier producteur à ce moment-là. S'ensuit tout un chamboulement.
Les USA essayent de récupérer du pétrole pour continuer à faire croissance dans leur pays et essayent de déstabiliser l'Iran à travers toute une magouille de la CIA. Je vous en parle pas plus. Je vous invite à lire le livre de Mathieu Ozano qui s'appelle L'or noir. Avec cette déstabilisation de l'Iran arrive le deuxième choc pétrolier de 1979 et la production pétrolière mondiale chute et nous avons encore donc, le PIB qui chute. Donc on voit quand même une corrélation qui est assez forte, c'est-à-dire que quand l'énergie décroît, le PIB décroît, ou l'inverse. Ensuite on regarde la suite, donc de 1780 jusqu'à 2010 à peu près. Donc là après on voit vraiment une corrélation qui est vraiment très très importante, qui est assez intéressante. Et là on voit que on va se poser la question d'après, hein, qu'est-ce qui s'est passé là sur la période 2006-2008 quand on voit cette petite chute là, c'est-à-dire qu'on était en croissance à peu près à 2%, 2% pour l'énergie, environ 4%, 3-4% pour le PIB, et ensuite on a suivi une petite chute là de 2006 à 2008. Qu'est-ce qui s'est passé de 2006 à 2008? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période-là? Et donc là on a un petit QCM sur Slido. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'élection d'Obama qui a créé une crise financière? Est-ce que c'est le fait que les Américains ne peuvent plus rembourser leurs prêts immobiliers, la crise des subprimes? Est-ce que c'est un pic pétrolier atteint 2 ans auparavant? Ou est-ce que c'est un événement climatique majeur qui impacte la croissance mondiale? Qu'est-ce qui est la cause de ces événements sur cette période-là? Alors, on a une quinzaine de réponses et une majorité pense qu'on a 75% pensent qu'on ne peut plus. C'était les Américains qui ne pouvaient plus rembourser leurs prêts immobiliers. Donc ça, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la crise des subprimes. Par contre, il est quand même très très intéressant de se dire qu'une crise financière majeure a été précédée, donc la crise financière de 2008 a été précédée donc en 2006 d'un phénomène qui a été le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire qu'en 2006, 2007, 2008, comment dire, les chiffres sont à vérifier, je ne sais plus exactement, mais le pic de pétrole mondial a été passé sur le pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole facile à extraire, le pétrole de l'Arabie Saoudite, le pétrole de partout en fait, le pétrole qui est facile à extraire. À ce jour-là, on a passé notre pic et ça a conduit à donc un ralentissement de l'économie, et ce ralentissement de l'économie a très certainement conduit à un problème sur le remboursement des prêts hypothécaires américains qui a conduit à la crise des subprimes. Donc la route cause serait vraiment un pic pétrolier en quelques années avant. Et ensuite, donc on a ensuite ça se stabilise et on retrouve notre croissance grâce au pétrole de schiste américain notamment. Tous les pétroles du coup qui sont non conventionnels, c'est-à-dire que le prix du baril de pétrole a augmenté et ça a permis d'investir dans des pétroles plus difficiles à extraire, notamment le pétrole de schiste. Depuis les années 2008, on a commencé à investir là-dedans. En 2011, ça commence à produire. Et ensuite, ça a permis à l'économie de remonter. On notera quand même quelque chose sur la tendance que j'ai mis en pointillé ici. La tendance est à la baisse quand même en termes de variation. C'est-à-dire que des années 1960 à aujourd'hui, on a une régression linéaire qui est faite et on voit quand même que on arrive à croître de moins en moins vite au fil des ans. Ça, ce sont des données qui sont issues de la Banque mondiale et de British Petroleum Statistics, que j'ai croisé dans des tableurs Excel, vive Excel. Donc je vais vous parler maintenant des spirales énergie-complexité. Pourquoi on parle de spirale énergie-complexité et pourquoi j'ai mis un yin et un yang comme symbole juste ici. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de la médecine traditionnelle chinoise, ou en tout cas de ces concepts, le yin et le yang ne s'opposent pas. Ce ne sont pas deux entités qui s'opposent, ils se complètent. Ils se combinent pour former un tout, et l'un n'est rien sans l'autre. Et donc là, je vais vous lire une petite citation de Joseph Tainter. Donc, ce que je vous disais, c'était la personne qui était à l'origine de ce concept. Il disait que disposer d'une énergie bon marché nous permet de développer une complexité plus grande encore, à un point en quelque sorte saugrenu.
J'appelle cela la spirale énergie-complexité. Elles tendent à être entremêlées, à soit augmenter, soit diminuer ensemble. En fait, elles ne peuvent qu'augmenter ou diminuer ensemble. Vous ne pouvez avoir l'une sans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir de complexité sans énergie. Et si vous avez l'énergie, vous allez avoir de la complexité. Pour développer une plus grande complexité, les sociétés doivent s'approprier des sources toujours plus grandes d'énergie afin de maintenir cette complexité. C'est comme ça que nous maintenons la complexité aujourd'hui, principalement grâce aux énergies fossiles, bien sûr. Et donc là, je vais vous montrer deux exemples pour que ça soit plus compréhensible. Premier exemple, les trains. Donc on voit ici les trains à l'époque il y a longtemps. Donc les premiers trains, les premières lignes de chemin de fer, en tout cas, c'est 1820 à peu près que ça a commencé à se démocratiser. En 1800, pas longtemps après, j'ai oublié l'année, désolé, les premières règles sont établies, c'est-à-dire que les trains doivent rester espacés d'une certaine durée. C'est-à-dire qu'on a les personnes les chefs de gare qui chronomètrent entre chaque train pour s'assurer qu'il y ait bien une certaine distance entre les trains. Mais le trafic augmente toujours plus, et en 1850, on doit commencer à innover et à trouver de nouveaux moyens de gérer l'information. Et c'est là qu'on crée les postes d'aiguillage. Et les postes d'aiguillage, on voit là une trentaine d'années après. Et ensuite, encore plus complexe, pour pouvoir gérer le trafic entre les trains, donc aux USA notamment, on doit créer les premiers fuseaux horaires en 1870. Harald, tu as coupé ton micro, on t'entend plus du tout. Ton micro est coupé. Sur Teams en tout cas. C'est quelqu'un de la réunion qui avait désactivé mon micro apparemment. Ah, on a des petits blagueurs. Ok, donc il y a quelqu'un qui a voulu que je me taise, j'ai dû dire une bêtise. Quelqu'un qui a des actions dans les compagnies de train. Donc non, j'en sais rien. Donc si on m'entend plus, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'avais rien changé. Donc je disais, de la création des trains et des premières lignes de chemin de fer, on est quand même arrivé à quelque chose de très structurant pour nos sociétés aujourd'hui, qui est les premiers fuseaux horaires. C'était beaucoup plus simple pour réserver un train entre une ville américaine et une autre, de savoir quel était le fonctionnement horaire, parce que sinon chacun avait un peu son heure dans son coin, et c'était très compliqué de gérer le trafic à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier exemple qu'une augmentation énergétique a commencé à créer une augmentation de complexité, c'est-à-dire qu'il a fallu ensuite administrer toutes ces données, créer un standard avec les horaires donc là, qui sont basés sur Greenwich et tout ça. Premier exemple de spirale énergie-complexité. Deuxième exemple, et je reste dans les transports, la circulation routière en France. Donc là, je vous montre déjà un premier graphe. On voit l'évolution du parc automobile français. Hein. Donc on voit vraiment l'explosion avec les 30 Glorieuses, 1960, tout ça, ça monte bien. Et puis bon, ça commence à se stabiliser là parce que on est 60 millions en France et puis bon, quand on n'a pas 18 ans, on n'a pas de voiture. Et là, une petite image, je ne sais pas où, mais c'était un petit traffic jam très intéressant. Donc, première voiture en France, 1900. On est sur des ordres de grandeur. Le début du permis de conduire, donc la création du permis de conduire, pour éviter que les gens ne se rentrent dedans aux intersections, c'est 20 ans plus tard. Donc 20 ans plus tard, on crée quelque chose en termes de gestion de la complexité, en termes de gestion d'information, pour faciliter tout ça. 40 ans plus tard, 1960, parce qu'il y a de plus en plus de voitures, il faut faire autre chose. Il faut qu'on commence à faire de la gestion de trafic. Et donc là, c'est là que sont nés les premiers modèles mathématiques qui ont été donc ensuite mis dans des ordinateurs, hein, parce que les ordinateurs ça commençait à naître un peu à cette période-là, pour gérer les trafics. Ensuite, on a commencé à toujours avoir plus d'informations, plus de données, et on a pu créer de nouvelles choses, les GPS. 1990, on a les GPS qui nous permettent encore d'optimiser notre manière de circuler, parce que c'est bien pratique de savoir où on va et quel est le chemin le plus court. Et très récemment, en 2008, on a encore allé plus loin, on a encore allé chercher encore plus de données pour orchestrer les flux et éviter les traffic jams.
les embouteillages. On a Waze qui est arrivé, Waze et ensuite Google Maps et ensuite tous les autres qu'on peut imaginer. Mais ça a été une révolution parce que ça a permis encore de faciliter les temps de trajet en évitant les embouteillages. Donc à chaque problème, on est venu apporter une dose de complexité de gestion d'informations supplémentaires pour gérer les problèmes et plus d'énergie engendre plus de complexité. Vous commencez un peu à imaginer la chose. J'ai pas fait plus d'exemples, mais on pourrait en imaginer beaucoup. Donc maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vous ai dit que l'énergie et la complexité, c'était très lié. Et on va parler un peu de prospective énergétique. Quid de l'énergie, du futur de l'énergie. Donc déjà, je vous recommande très très fortement ce livre, qui se lit très bien et qui parle donc, voilà, de l'énergie et de l'histoire du pétrole. Petite citation, en France, donc justement à l'époque de 1970-80, quand il y avait les crises pétrolières, avec quelqu'un qui disait qu'en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, avec la création notamment du nucléaire français. Donc, première slide, je vous montre quelque chose, les prospectives énergétiques. Donc déjà, première chose importante, les indicateurs. Il faut trouver des bons indicateurs. Et là, je vous montre un indicateur, c'est un peu, donc, impossible de vous le traduire, désolé, mais les biens de marchandises, voilà. Les échanges de biens de marchandises et quelle part ça prend dans le PIB, dans le GDP en anglais. Et donc on voit que ça commence à se stabiliser. Et on commence à voir que la valeur des choses pour le transport se stabilise. Question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on transporte de moins en moins de choses. Je vous mets un spoiler ici issu de la BD des Pieds nickelés. À ce sujet, quand je faisais la conférence, je lisais cette BD, ça m'a fait très sourire. Donc la question en fait c'est est-ce que les ressources sont illimitées? On a une Terre qui fait quelques 40 000 km de périmètre. Qu'en est-il des ressources? Est-ce que le pétrole va croître de manière indéfinie? En Algérie, le pic est dépassé en 2007. Au Canada, qui dispose des sables bitumineux, donc qui a une source de pétrole non conventionnelle, qui coûte cher à extraire et qui demande aussi beaucoup d'énergie à extraire, la croissance se poursuit. En Égypte, le pic a été dépassé dans les années 80-90. Aux USA, le pic est passé en 1970 pour le pétrole conventionnel, a décliné, et ensuite à partir des années 2008, avec l'augmentation du prix du baril, le pétrole de schiste est devenu rentable, les USA se sont mis à produire énormément de pétrole et sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole. L'Arabie Saoudite, en croissance, stable. Le Royaume-Uni a connu un premier pic, puis un deuxième, et s'est raisonnablement effondré depuis. La Syrie, producteur de pétrole, donc les ordres de grandeur sont quand même importants. Hein. Là, la Syrie, c'était un petit producteur de pétrole, mais quand même, elle est maintenant à zéro depuis qu'il y a eu la guerre en Syrie. Norvège, qui était aussi un gros producteur de pétrole en Europe, le pic autour des années 2000-2006. Donc, on voit que l'approvisionnement pétrolier n'est pas quelque chose qui est sûr et certain pour l'avenir. Et donc, on pourrait se poser la question du cas européen. Là, je vous montre un graphique toujours issu de BP Statistical, avec la production européenne de pétrole, donc, qui a connu son pic en 2000, et depuis est en déclin. Donc ça veut dire que pour soutenir notre croissance, on est toujours obligé de importer de plus en plus. Et lorsque le pic de production mondiale de conventionnel est atteint, le total d'utilisation de pétrole en Europe est en déclin jusqu'à ce qu'on puisse réimporter à nouveau du pétrole de schiste, notamment du pétrole de schiste, et des pétroles non conventionnels. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est 2019, c'est la croissance donc, qui est due au pétrole de schiste. Est-ce que c'est aussi potentiellement un probable pic to pétrole? On pourrait se poser la question lorsqu'on lit un rapport de Shell, donc Shell qui est un producteur de pétrole, extracteur de pétrole, qui dit We believe our emissions peaked in 2018 and we will have to work to bring them down. Un producteur de pétrole qui dit que sa production, donc ses émissions de CO2 ont atteint un pic en 2018. C'est une manière jolie de dire qu'il est possible que leur pic de production ait été atteint en 2018. Et si le pic de production est atteint en 2018 pour Shell, on peut se poser la question des autres producteurs
On peut se poser la question de ce que ça va impacter en termes de spirale énergie-complexité, c'est-à-dire que si on a moins d'énergie, on aura moins de complexité à gérer. Si on a moins de complexité à gérer, on peut se poser la question de quel est le rôle pour l'ingénieur aujourd'hui dans ce monde. C'est une question qui n'est pas simple, mais c'est la question à laquelle qu'il va falloir se poser maintenant, parce que c'est quelque chose qui va être très structurant pour nos sociétés. C'est-à-dire que si on n'a pas plus d'énergie, on n'a pas plus de complexité. Si on n'a pas plus de complexité, que faisons-nous? Et sur ce, je vous laisse réfléchir pour les 40 années à venir. Hop. Et je vous repasse la main du coup au saisie. Merci beaucoup, Harald, pour cette présentation très intéressante. On n'a pas beaucoup de questions, mais on en a deux qui peuvent être intéressantes. Est-ce que l'on peut espérer un équilibre futur dans la répartition des productions d'énergie? Je réfléchis. La répartition des productions d'énergie, j'imagine que c'est par rapport à ma première slide là, sur sur la biomasse, le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire, le renouvelable, l'hydraulique. Est-ce qu'on peut inspirer un équilibre futur dans la répartition? Est-ce qu'on peut imaginer que on arrive à faire de manière égale entre toutes les parties, c'est-à-dire que chacun a le même pourcentage? On peut l'imaginer, bien sûr, oui. Est-ce que l'on peut l'espérer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut qu'on ait des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en grande quantité pour combler le gaz, le charbon et le pétrole? C'est une question à se poser. Est-ce qu'on veut plus de nucléaire ou pas plus de nucléaire? Est-ce qu'on veut encore déforester d'autant plus pour avoir de la biomasse? Je ne sais pas si on veut vraiment, est-ce qu'on peut espérer que la production d'énergie, en tout cas la consommation d'énergie, soit bien répartie, en tout cas équitablement. Je pense avoir à peu près répondu à la question. Si c'est pas bien répondu, n'hésitez pas à reposer une question sur Slido. Non, c'était. Ah bah, il y a pas mal de questions qui arrivent du coup. Alors, deuxième question, est-il plus important maintenant de posséder des données que du pétrole pour s'enrichir? Pour s'enrichir. Alors là, pour s'enrichir, du coup, ça dépend. Hein, si vous êtes en bourse, si vous allez en bourse, misez sur les données, oui. Misez sur les données, achetez du Bitcoin, achetez du Tesla. Parce que la bourse, elle ne fait que refléter l'espoir des investisseurs dans l'entreprise, dans ce en quoi on investit. Si on regarde en ce moment Tesla, sa capitalisation boursière a explosé parce que tout le monde a confiance en Elon Musk. Elon Musk a réussi à envoyer des gens dans l'espace, Elon Musk a réussi à faire des voitures électriques, Elon Musk il parle du Bitcoin comme il adore le Bitcoin. Tout ça, ça grimpe grâce à Elon Musk. Donc les gens font confiance à Elon Musk et on peut s'enrichir avec ça. Par contre, posez-vous la question, pratique en dehors des euros, qu'est-ce que vous permet d'avoir des données et qu'est-ce que vous permet d'avoir du pétrole? Je vais vous dire un ordre de grandeur sympa, c'est un baril de pétrole, donc 160 litres de pétrole, en termes d'énergie, c'est l'équivalent de 12 années de travail humain. Donc regardez, là voilà, j'ai des bons bras, je suis bien costaud, c'est pas vrai, hein. Mais si j'utilise un baril de pétrole et que je le mets dans une machine et pour convertir son énergie, c'est comme si je travaillais là pendant les 12 prochaines années. Donc jusqu'en 2033, je travaille, j'aurais fait autant de choses qu'un baril de pétrole. Donc question, l'enrichissement, est-ce qu'il est financier, est-ce qu'il est physique? Ça dépend de tes réponses, enfin de tes choix. Mais le pétrole, physiquement, arrive à nous faire des choses. Les données, physiquement, ne nous servent pas à grand-chose. Il faut qu'on puisse les mettre en lien avec un flux physique pour qu'elles nous donnent de l'intérêt. La donnée n'a de valeur que par rapport à quelque chose de physique qui se passe. Ok, super. Alors, une autre question. Que penses-tu de la déconnexion entre les réalités physiques que tu évoques et le discours politique actuel? Je vais citer un ancien ministre qui disait que son agenda politique était dicté par
la presse matinale, c'est-à-dire qu'il lisait la presse le matin et regardait ce qu'il allait devoir faire la journée. Le politique réagit à l'opinion publique, le politique est drivé, et comment dire, en tout cas, s'intéresse à l'opinion publique parce qu'il veut être réélu. Donc, le responsable politique ne regarde pas vraiment au long terme. D'ailleurs, regardons les mandats. Hein. Les mandats politiques ne font pas plus de 5 ans. Là, je vous parle de problèmes qui sont bien au-delà des 5 années. Hein. Tous les graphiques que je vous ai montrés, en tout cas, étaient sur des décennies. Donc, c'est très compliqué d'arriver à gérer un problème de très long terme avec des modes d'élection assez courts. D'accord, donc du coup, une autre question. Alors, celle-ci. Pardon. Alors, une autre question. Est-ce que l'apport du numérique n'est pas de gérer plus de complexité, plus efficacement d'un point de vue énergétique? Il y a de ça. Non, je réfléchis, les questions ne sont pas simples. Hein. Le numérique, en tout cas la gestion de données, c'est clairement une notion d'efficacité ou d'efficience. C'est-à-dire que l'efficacité dans le trafic routier, si je ne considère que ma voiture, j'ai pas besoin, voilà, je vais d'un point A à un point B, il n'y a pas de notion d'efficacité. Mais par contre, à l'échelle d'une ville, on va regarder le nombre de personnes qui ont réussi à se déplacer d'un point A à un point B en temps de temps, en 1 heure par exemple. Et donc, ils regardent le débit. Et donc plus on a des flux, plus voilà, c'est complexe parce que bon, c'est un peu bordélique. Et donc il faut être le plus efficace possible. Donc oui, j'ai plus la question sous les yeux, mais gérer plus de complexité. Donc oui, c'est bien. Le numérique, ça permet de. Merci. Le numérique permet de gérer plus de complexité d'un point de vue efficacité. C'est-à-dire plus c'est complexe, plus il faut être efficace. Sinon, Enfin, l'efficacité est liée à la complexité en fait. L'efficacité, c'est aller d'un point A à un point B en ligne droite, en utilisant le moins de ressources. Ok, hop, du coup. Donc, quel est, d'après toi, l'avenir des énergies dites durables comme le solaire et l'éolien? Avant de parler d'avenir, je parlais de passé. Les énergies durables, comme le solaire et l'éolien, en fait, le solaire, c'est globalement la source d'énergie de la Terre. Hein, c'est ce qui permet la vie dans l'univers, hein, c'est les étoiles. Donc, l'avenir des énergies solaires, c'est quelques milliards d'années. Sur Terre, l'éolien, ça a commencé. L'éolien d'ailleurs vient du solaire. Hein, c'est grâce au soleil qui chauffe notre Terre, qui permet qu'il y ait de l'eau, qui permet des différentiels de pression, qu'il y a du vent. Hein. Donc le solaire est vraiment la source d'énergie de base hein, dans l'univers. Il faut se garder ça en tête. L'avenir, il est OK. Pour moi, il est OK. C'est-à-dire qu'on a un avenir pour le solaire et l'éolien. Après, la question, c'est on a vécu pendant des millénaires avec du solaire et de l'éolien. Hein. On se séchait au soleil, on se déplaçait avec des bateaux à voile, on faisait pousser du blé avec juste du soleil. Ça marchait. Ça peut remarcher, mais par contre, est-ce qu'on arrivera à se déplacer en voiture avec du solaire et de l'éolien à 8 milliards de personnes sur Terre? Ça, je peux pas répondre. Alors, ok. Alors, une autre question. Est-ce que la complexité est liée à l'énergie ou seulement sa résolution? Je n'ai pas compris la question. Peut-être que la personne qui a posé la question, si elle peut peut-être la reformuler. Ouais, essayez de reformuler la question, je pourrais pas y répondre. J'ai déjà répondu sur le lien complexité-énergie. Je vois pas le concept de résolution, le lien dans la question. En attendant que la question soit reformulée, on passe à une autre question. Pourquoi un pic d'émission de CO2 d'un pétrolier correspondrait à son pic de production? Quid des mesures préventives versus émissions prises par ces pétroliers? Tout simplement, j'ai pas affirmé cela. J'ai laissé sous-entendre que c'était fortement possible. C'est-à-dire que, à force de mettre le nez dans ce monde-là, je me suis posé la question. Un pétrolier, il sort du pétrole de terre et il le met dans des moteurs. Le pétrole, soit ils peuvent pas faire du pétrole moins émissif, quoi. S'ils font du pétrole moins émissif, ils faut en consommer plus.
parce que c'est une réaction chimique, c'est-à-dire on met un peu de pétrole, une chaîne d'hydrocarbures plus de la chaleur, ça va libérer du CO2 et de l'énergie, et d'autres trucs, hein. Ça va libérer du CO2 et de l'énergie. Donc, si on met moins de chaînes d'hydrocarbures ou une autre chaîne d'hydrocarbures, ça apportera moins d'énergie. Si ça apporte moins d'énergie, ça fera moins bien marcher ma voiture. Donc, je consommerai plus de litres. Le produit pétrolier, s'il émet moins de CO2, nécessairement, le produit pétrolier, le producteur de pétrole, s'il émet moins de CO2, c'est de manière quasiment instinctive, intuitive, qu'on peut dire qu'il a connu son pic de production, qu'il ne produit pas plus de pétrole que l'année d'avant, quoi. Là-dessus, bien sûr, tant qu'on n'aura pas les chiffres, on pourra pas le dire, hein. Alors, donc, du coup, la personne qui a posé la question était dans la même salle que moi. Donc, elle l'a reformulée, mais c'est juste qu'elle n'avait pas assez de caractère pour le remplir dans ce Slido, pardon. Donc, elle voulait dire que tu parles de l'équivalence complexité-énergie. Tu parles de la complexité pure ou des capacités de l'être humain à résoudre une situation complexe. Est-ce que c'est un peu plus clair? Déjà, c'est pas facile parce qu'il faut savoir ce que c'est que la complexité et la capacité de l'humain à résoudre la complexité. C'est pas une question simple. Je remercie pas la personne pour me l'avoir posée. Elle rigole en tout cas. Désolée. Est-ce que la spirale elle est en lien avec l'énergie et la complexité ou l'énergie et la capacité de l'humain? Je pense que en reposant la question, je pense que le lien il est vraiment entre l'énergie et la complexité. C'est-à-dire que plus on va faire de flux énergétiques, plus on va faire de choses, plus on va créer de choses. Et plus on a de choses qui se font rapidement, plus on a de complexité qui se crée. On pourrait faire un lien avec la thermodynamique, c'est-à-dire que plus je vais engendrer de choses, plus il y a d'énergie dans le système, plus il y a d'entropie en tout cas. L'entropie ne peut être que croissante. Là-dessus, je marche sur des œufs parce que bien sûr, je ne suis pas expert. Bien sûr, il faudrait revoir la conférence de François Rodier. J'ai tendance à ne pas penser que c'est qu'une question humaine, c'est une question naturelle, c'est-à-dire que plus on va engendrer de choses, plus l'information va aller de manière croissante, et si l'information va de manière croissante, c'est que la complexité va de même, quoi. D'accord, merci. C'est pas une beaucoup. question simple, désolé. Non mais par contre, la réponse lui convient. On va arriver au bout. Donc là, il reste encore 2 questions. Alors, qu'en est-il des émissions de CO2 Non, qu'en est-il des émissions CO2 des énergies autres que fossiles? Exemple, CO2, pollution pour fabrication des panneaux photovoltaïques et le recyclage. Eh ben là, c'est assez simple. Deux têtes, hein. Je vais vous donner les émissions de CO2 pour 1 kWh d'énergie produite. Si je prends du charbon et que je fais 1 kWh d'électricité, j'ai 1000 grammes de CO2. Donc 1 kg de CO2 pour 1 kWh d'électricité. Avec du gaz, j'ai 400 grammes de CO2. Avec du photovoltaïque, j'ai 45 grammes, 50 grammes à peu près. Avec du nucléaire, je dois être à 6 grammes. Avec de l'éolien, je dois être à 12 grammes, 6 grammes. L'hydraulique, je dois être à 3 grammes. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il existe. Donc, dans l'ordre de décroissance, le plus émissif, c'est le charbon, ensuite le gaz, le photovoltaïque, l'éolien et le nucléaire au même niveau, et ensuite on aurait l'hydraulique. Avec une analyse, bien sûr, analyse en cycle de vie. Super, merci beaucoup. Et donc pour finir, au final, pour gérer la data, il faudra plus d'énergie. Donc en complexifiant les data et leur gestion. Nous allons avoir besoin de plus d'énergie, donc problème. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une affirmation. Voilà. Belle conclusion. C'est ça. C'est-à-dire que si on met toujours de plus en plus d'énergie à résoudre des problèmes de complexité, eh ben on va travailler peut-être pour augmenter notre efficacité, alors que de manière structurelle, l'énergie qu'on met dans le système diminue. Donc on va tous se focaliser sur l'augmentation de l'efficacité, alors que on augmente l'efficacité d'un flux, bien sûr, hein, alors que ce flux est en train de diminuer, mais l'efficacité, ce sera juste pour
amoindrir la descente. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr continuer à travailler sur l'efficacité. Et en étant très très efficace, on peut maintenir un certain confort, une certaine croissance économique, alors que le pétrole est en déclin. En tout cas, le pétrole, bien sûr, parce que c'est l'énergie mère. Mais la question, est-ce qu'on peut être efficace, tellement efficace que que même avec un pétrole en déclin, on arrive à augmenter notre confort. C'est compliqué parce que on pourra pas mieux faire qu'on appelle ça, que je me perds dans mes pensées. Juste pour au final répondre bien à cette question, je vous mets un lien, une idée, l'identité de Kaya, K-A-Y-A. Regardez cette identité, essayez de comprendre un peu ce qui se tourne autour de cette identité, et vous arriverez à percevoir beaucoup de problèmes, et c'est quelque chose qui est très structurant pour comprendre les problèmes mondiaux de long terme, et notamment cette question un petit peu de plus d'énergie pour plus de richesse. Bah, super, merci J'ai beaucoup. botté en touche. Ouais, mais merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, nous arrivons à la fin de cette webconférence. Donc, un grand merci à Harald et à Maud pour la qualité de leur présentation, enfin, de vos présentations et de votre partage sur la digitalisation responsable. Comme on a pu le dire, cette conférence elle a été enregistrée dans sa totalité. Donc, on la partagera, on vous la partagera à tous via un lien dans les prochains jours. Un grand merci aussi à tous les participants d'avoir répondu présent, donc en espérant que les présentations est à l'auteur de vos espérances. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Et n'hésitez pas à nous partager aussi vos retours vis-à-vis de cet événement. Enfin, ça peut être très intéressant pour nous aussi. On serait ravis de connaître un peu les ressentis. Et nous allons rester connectés quelques minutes. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et sinon, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour l'invitation à la conférence. Avec plaisir, merci à vous. Une petite minute. Bon, Harald, Maud, je pense qu'on va pouvoir y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir de retour plus que ça. Merci encore à vous. Et puis, j'espère que effectivement, ça a été à la hauteur de vos attentes aussi. En tout cas, Harald, c'était très, très intéressant ta présentation, passionnant. C'était merci beaucoup. Très intéressant à écouter aussi. Bah, ça a été intéressant à faire, sachez-le. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir.